Émilie Brossoulou, merci beaucoup. Nous aussi, on va prendre notre temps en recensant les 4 scénarios probables. Et vous les avez évidemment étudiés. Absolument, vous l'avez dit, on va prendre notre temps parce qu'il y a quand même 4 scénarios et vous verrez qu'ils ont chacun des avantages et des inconvénients. On va commencer par le scénario numéro 1 dont on a beaucoup entendu parler. Il s'agirait d'attaquer en direction de la Crimée en partant des régions de Zaporijjia et de Kherson. Alors c'est un scénario qui fait rêver car en cas de succès, eh bien, les forces armées ukrainiennes peuvent complètement couper l'approvisionnement des troupes russes de Crimée, libérer Melitopol, libérer aussi la plus grande centrale d'Europe qui est Zaporijjia, éloigner les troupes russes de la ligne de défense ici le long du Dniepr. Et dans ce scénario, eh bien, l'Ukraine ne se met pas à dos ses alliés, la Grande-Bretagne et la France, qui ont fourni à l'Ukraine des missiles de croisière longue portée et qui lui ont interdit d'attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie, mais pas en Crimée. Alors ça a beaucoup d'avantages, mais en vérité, c'est compliqué à mettre en œuvre, parce que les Russes s'attendent, vous le disiez, à une grande contre-offensive. Donc ici, vous avez beaucoup de lignes de défense avec des fortifications, des dents de dragon, mais également la traversée du Dniepr sera très compliquée parce qu'à certains endroits, eh bien, ce fleuve mesure plus d'1 kilomètre de largeur, donc il n'y a quasiment plus de pont et donc cette traversée-là risque d'être très compliquée dans ce scénario numéro 1. Donc, premier scénario, Émilie, la Crimée. Le deuxième, c'est une offensive vers la mer d'Azov. Absolument. Alors on est toujours dans le sud du pays. Les troupes ukrainiennes peuvent porter un coup plutôt du côté de Berdiansk ou de Mariupol. Alors en cas d'accès à la mer d'Azov, eh bien là l'armée ukrainienne pourra briser le pont terrestre qui existe entre Rostov-sur-le-Don et la Crimée juste ici. Ça permettra aussi d'arrêter la navigation russe sur la mer d'Azov et évidemment de gagner des positions. Alors ça a de nombreux avantages aussi puisque en plus de ces améliorations stratégiques que l'on vient d'énoncer, eh bien ce scénario permettrait de libérer Mariupol, qui serait une victoire très symbolique, mais aussi de stopper l'avancée des troupes russes, notamment dans cette direction. L'armée russe, en revanche, craint fortement ce scénario. On le disait, là encore, il y a beaucoup de fortifications et des défenses russes qui sont très fortes. Et en plus, ici, il est beaucoup plus facile de faire venir des soldats russes pour venir renforcer ces positions. Scénario 3, Émilie, alors là, l'attaque tous azimuts sur le front. Absolument. Alors ce scénario, il est juste ici. Au lieu de lancer une seule grande contre-offensive, on lancerait plusieurs petites frappes puissantes. Et là, l'Ukraine pourrait organiser toute une série d'offensives ici, vous le voyez, tout le long de la ligne de front. Alors le principal avantage de cette offensive, c'est qu'elle ne peut pas vraiment échouer. Ces attaques peuvent obtenir à chaque fois un petit succès local. C'est démontré notamment par les combats qui se trouvent sur les flancs à Bakhmout. Le problème, c'est qu'il sera ensuite compliqué de développer ces victoires. On peut essayer d'épuiser l'ennemi russe. En revanche, l'armée ukrainienne, elle aussi, risque de vite être épuisée. Oui, c'est pas le scénario qui est présenté comme le plus facile. Le dernier scénario, Émilie, avec un air de déjà-vu, c'est une offensive en 2 temps. Oui, et c'est vrai qu'on évoque rarement ce scénario et pourtant c'est une stratégie qui a été déjà adoptée. Alors regardez, puisque le commandement russe déplace ses réserves, en fait l'idée ce serait plutôt de faire diversion. Donc d'abord d'attaquer plutôt du côté de Bakhmout et ça nous dit quelque chose puisqu'on entend parler de nombreuses attaques du côté de Bakhmout qui fonctionnent du côté de l'armée ukrainienne. Donc l'idée ce serait de faire diversion, que des troupes russes puissent se déplacer et venir ici en renfort dans le Donbass pour ensuite finalement attaquer du côté de la région de Zaporijjia et là on pourrait dérouler le scénario 1 ou 2. Donc là ça a un grand avantage puisque cette offensive a bien fonctionné pendant l'automne. On se souvient que l'Ukraine avait d'abord frappé du côté de Kherson pour ensuite s'attaquer à Kharkiv, mais ça devient aussi un inconvénient puisque l'armée russe a peut-être appris de ses erreurs. Ben voilà, merci beaucoup Émilie, merci beaucoup, c'était vraiment très précis, très instructif, ça nous permet de comprendre quelles sont les hypothèses. On n'a pas de certitude, et puis on nous préviendra sans doute pas de ce qui se passera le lendemain, à quelle date, où. Mais il y a un front de 800 km, donc ce sera quelque part sur ce front. Il est intéressant ce déroulé des 4 scénarios, est-ce que vous en achetez un en particulier ?
Claude Blanche-Maison, on demandera au colonel de Jong dans un instant. Je vais instant. prendre tous les risques, puisque vous m'y invitez. Ouais. Moi, je pense que si j'étais à la place des Ukrainiens, je choisirais à ce stade et dans les circonstances actuelles, le scénario numéro 3. Parce que c'est celui qui présente le moins de risques pour les Ukrainiens, qui permet, si l'offensive doit être lancée assez rapidement, de faire des opérations militaires sur divers points du front, sans chercher à percer nécessairement ce front. Et on arrive ensuite au sommet de l'OTAN le 12 juillet, où là, on met les alliés de l'OTAN devant leurs responsabilités. Nous avons besoin d'avions pour percer le front. Et je pense que pour percer le front, il faut en effet bombarder les positions russes. Et actuellement, les Ukrainiens n'en ont pas nécessairement les moyens. Ils ont naturellement des avions, mais pas suffisamment. Il n'est pas du tout évident que les chars puissent passer si facilement que ça les défenses organisées par les Russes, notamment du côté de Kherson. Et puis, il y a cette grenade dégoupillée qui correspond à la centrale de Zaporijjia, avec laquelle les Russes jouent méchamment en faisant une force de dissuasion nucléaire civile. On n'a jamais vu ça dans une guerre, puisqu'on n'a jamais eu de guerre dans une zone de centrale nucléaire. Mais dans le fond, vous privilégiez un scénario qui ne constituera pas une avancée décisive. Ce seront des petites attaques. Aucune ne peut échouer, mais aucune ne peut non plus être développée compte tenu du dispersement, la dispersion des troupes, dispersement. Bon, nous sommes jeudi de l'Ascension, pardon. Bref, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, c'est ça qui est étonnant. C'est la poursuite de la stratégie ukrainienne actuelle. Actuellement, que fait l'Ukraine ? L'Ukraine fait des opérations militaires sur divers points, éventuellement même en Russie, sur des objectifs militaires, pour en fait déstabiliser les Russes, pour les inquiéter. Et actuellement, sauf si le commandement ukrainien, ce que je ne sais pas, a la conviction qu'il a les moyens suffisants pour atteindre soit la mer Noire, soit la mer d'Azov, la solution la plus raisonnable serait la stratégie numéro 3. Donc vous ne croyez pas ni à une attaque sur la mer, en Crimée, mer d'Azov. Avec les moyens dont tu disposes actuellement, c'est très risqué. Colonel Père de Jong, vous êtes avec nous. Alors même question. Pardon, je vous demande de trancher, c'est pas toujours très confortable, mais quel est le scénario que vous privilégiez ? Vous savez, une guerre, c'est régi par les lois de la guerre, par les principes de la guerre. Si vous voulez, il y en a 3. Le premier, c'est l'économie des moyens. Le deuxième, c'est la liberté d'action. Et le troisième, surtout, la concentration des forces. On sait d'ailleurs depuis février que les Russes ont commis l'erreur, si vous voulez, de se disperser, de ne pas être concentrés, et donc ils n'ont pas gagné le combat initial de février à mars 2022. Donc moi, si vous voulez, je ne veux pas, être en contre, évidemment, avec l'ambassadeur Blanche-Maison, que je respecte énormément et qui connaît très très bien ces sujets, bien évidemment. Mais en fait, moi, je ne retiens pas du tout cette solution numéro 3. Par contre, je crois à aucune de ces solutions-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'Ukraine, elle n'a qu'un seul problème. Il faut qu'elle perce le front. Dès lors qu'elle percera le front, quelque part, quelles que soient les modalités, quel que soit l'endroit où ça se passera, l'ensemble du front russe sera déstabilisé. On sait tous que la ligne Maginot, la ligne Siegfried, etc., toutes ces lignes ont toujours été contournées à un moment à un autre. Elles ont été contournées pourquoi ? Alors, pardon, parce qu'une partie des éléments perçaient. Si vous dites il faut une concentration et une percée, pourquoi pas justement sur la Crimée ? Pourquoi pas vers la mer d'Azov ? Oui, alors c'est possible. Alors après, ce qui va se passer, le problème, c'est que, vous savez, on fait la guerre à un ennemi, pas au terrain. Donc le problème n'est pas le Dniepr, par exemple, mais c'est l'ennemi. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une bataille ou une guerre du renseignement et de l'information qui est extrêmement intense pour essayer de détecter, si vous voulez, dans cette espèce d'ensemble de 900 km, où sont les intervalles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des points forts et des points faibles. On voit bien que Prigojine a quasiment avoué Urbi et Torbi, il a avoué qu'il y avait une faiblesse à Bakhmout puisqu'il n'avait pas de munitions, il y a des problèmes d'effectifs, etc. Donc ils ont du renseignement qui arrive, et bien évidemment les Ukrainiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont dans une organisation, dans un système, une structuration qui les amène à concentrer quelque part, et ça c'est évidemment extrêmement confidentiel, et quelque part, encore une fois, sur le front, et pour les faire attaquer au bon endroit. Donc ce que je veux dire, c'est que l'endroit, on ne peut pas le savoir à l'heure où je vous parle, parce qu'on peut très bien
bien attaquer du côté de Bakhmout et puis foncer place sud. Tout dépend de la faiblesse. Là où c'est mou, ils vont aller. Encore une fois, le deuxième problème des Ukrainiens, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de brigades. Ils en ont une quinzaine, en gros 40 000 hommes, et puis avec des matériels, je dirais, extrêmement variés qui viennent de l'ensemble de la planète. Donc, si vous voulez, les Ukrainiens eux-mêmes sont soumis à des contingences. C'est pour ça que je pense que cette contre-attaque ou cette contre-offensive n'aura pas lieu dans le court terme de toute façon. Enfin, je pense que le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a démontré depuis plus d'un an, si vous voulez, une espèce de génie militaire, une espèce de capacité, si vous voulez, à renverser les rapports de force. Et j'imagine qu'ils sont en train de travailler sur un scénario numéro 5, et vous verrez que ce sera peut-être aucun des 4 scénarios, parce qu'ils vont inventer, ils vont trouver quelque chose qui va leur permettre, si vous voulez, d'agir, non pas en fonction d'une planification, qui est bien sûr qui a lieu, mais surtout en fonction des réactions des Russes. Les Russes ont démontré des faiblesses absolument incroyables, et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, je pense que les Ukrainiens vont essayer d'appuyer là où les Russes sont les plus faibles. Dieu sait s'ils ont démontré leur faiblesse. Numéro 5, celui qu'on ne connaît pas. Bon. D'accord. Voilà. Est-ce que vous, Pierre Aski, alors moi, de 1 à 4 je pense aussi que le 5, je pense que les Ukrainiens vont nous surprendre. C'est-à-dire que c'est leur stratégie depuis le début. Ils l'ont fait avec merveille à l'automne dernier en prenant les Russes par surprise, en faisant croire qu'ils allaient attaquer Kherson. Et là, aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans la même logique qui est de ne pas attaquer là où on les attend. Or, les Russes ont consolidé leur défense et ils choisiront l'endroit où ils ont le plus de chances de passer, qui ne correspond pas nécessairement à ces scénarios. Il y a le calendrier politique qui peut quand même influer sur les opérations militaires, dans la mesure où on est rentré là, on a le sommet du G7 qui commence ce week-end, et on a 2 mois de sommets politiques. Vous avez la CPE en Moldavie, vous avez le Conseil européen, vous avez ensuite l'OTAN en juillet à Vilnius, et ce sont des échéances politiques très importantes parce qu'elles structurent la réaction occidentale face à l'Ukraine. Et ce qui se passe sur le terrain pèse évidemment sur les décisions qui sont prises. Mais politique, mais on parle par exemple des livraisons d'avions ou des livraisons d'un certain type de matériel. Ce qui se passe sur le terrain pèse sur les décisions politiques, ou les décisions politiques vont influer sur le scénario de l'offensive. Ça marche évidemment dans les deux sens, mais je pense que le terrain est aujourd'hui la priorité. Et quand Zelensky fait sa tournée dans les pays européens, il parle de ça, il parle de ce qui se passe sur le terrain et donc des moyens dont il a besoin. Nous surprendre, c'est vrai que c'est compliqué parce que nous, avec peut-être une forme d'impatience d'ailleurs occidentale, mais aussi parce que cette guerre nous concerne énormément. On cherche à comprendre ce qui va se passer demain. Et donc, on commence à l'élaborer, ces scénarios-là. Nous surprendre après qu'on a tout envisagé, ça va être compliqué. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle rarement, quand même, les Russes. On a vu leurs fortifications. On a vu qu'ils se préparent. On parle de entre 350 et 400 000 hommes qui sont prêts, qui attendent les Ukrainiens, l'arme au poing. Donc, ça compte aussi dans l'élaboration des scénarios, évidemment. L'arme au poing, je pense que c'est un peu trop dit, parce que, à ma connaissance, c'est tout ce que notre renseignement nous dit, c'est que ces 400 hommes, ils attendent avec impatience pour pouvoir fuir le plus vite possible. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et vous savez, je voulais ajouter... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire qu'il y a une partie des militaires russes qui veulent que la guerre s'arrête très vite? Oui, non, mais ce sont les militaires russes qui nous transmettent ce message en disant que les soldats sur place, ils n'attendent que l'offensive ukrainienne pour pouvoir fuir, parce qu'ils en ont marre de vivre dans cet état qu'ils vivent. Mais vous savez, chers membres de l'état-major provisoire, j'ai une nouvelle à vous annoncer. On ouvre l'enveloppe. C'est le scénario 5, parce que c'est uniquement un général Zaloujny qui sait comment ils font agir. Vraisemblablement. Et on chez nous, les trucs pareils, les scénarios pareils en Ukraine, ils sont considérés comme le battage publicitaire qui font certains médias. Ça n'empêche pas attirer l'attention. Ça n'empêche pas de se demander ce qui serait le plus profitable à la suite de la guerre. La Crimée, la mer d'Azov. Oui, non, mais c'est comme si on joue en jeu vidéo, vous voyez.
Il y a les vrais militaires, les professionnels, il n'y a que eux qui ont... Dans le fond, vous avez raison, que ça n'a rien à dire le contraire. Il y a le maire de Mélitopol, donc dans Zaporijia, le maire ukrainien, donc un exil, qui commente que les Russes essayent de faire l'évacuation forcée de la population civile de Zaporijia et qui renforcent leurs troupes là-bas. Les médias russes, quant à eux, effectivement, s'alertent beaucoup sur cette contre-offensive imminente, mais ça peut être une leurre de tout miser sur Zaporijia et finalement ça commencera ailleurs. Mais il y a quelques nouvelles concrètes. Même ce maire de Zaporijia ou quelqu'un d'autre disait que les pharmacies sont fermées actuellement. Là-bas, il y a des gens qui partent, mais d'autres qui reviennent. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passait à Kherson avant la contre-offensive. Un mot encore, colonel, avant qu'on avance plus avant dans l'exploration de ce dossier de terrain militaire. En fait, quand on regarde une carte, on voit bien que Zaporijia, c'est vraiment le cœur du système. C'est ce qu'on appelle dans le système militaire, si vous voulez, ça s'appelle la poignée d'éventail. C'est-à-dire qu'à partir de Zaporijia, vous pouvez manœuvrer... La poignée de l'éventail. D'accord. Oui, la poignée d'éventail. En fait, c'est un terme de cavalerie. C'est un terme de cavalerie, c'est-à-dire qu'en fait, les chevaux ne s'engageaient, à l'époque de Napoléon, par exemple, de s'engager derrière l'infanterie. Ils se mettaient à une position où ils pouvaient varianter leur effort, à gauche ou à droite, ou devant, etc. Et le rôle des moyens lourds, si vous voulez, c'est de ne pas s'engager dans une impasse. Et Zaporijia, si vous voulez, permet d'être dans ces situations-là, c'est-à-dire en fait d'agir soit en direction du sud, soit en direction de l'est, ou bien en direction des deux, ou en direction d'ailleurs. Donc on voit bien que Zaporijia va vraiment être au cœur du dispositif ukrainien de toute façon. Même dans le scénario numéro 5, Zaporijia est absolument déterminant. Très bien, très intéressant effectivement de se dire quand même que Zaporijia, c'est un peu l'épicentre à partir duquel l'armée ukrainienne pourra déployer avec souplesse ses troupes.